messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler de la politique en République démocratique du Congo. Bienvenue dans En Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité en RDC, c'est des élections au niveau définitif dans différentes provinces de la RDC. Pratiquement toutes les provinces sont organisées ou sont en train d'organiser ces élections pour désigner les présidents ou les bureaux qui vont diriger les assemblées provinciales pour le reste du quinquennat. Ici, dans la province du Haut-Katanga, on en a parlé déjà la semaine dernière avec tout ce qu'il y a eu comme tractation au niveau de l'assemblée provinciale. Et on peut dire qu'il y a eu fumée blanche de ce côté-là parce que les élus au niveau provincial ont élu donc leur bureau qui sera dirigé par le député, donc l'honorable Michel Kaboué, qui est désormais président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Alors, cela se passe aussi de la même manière au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a eu cette plénière avec la commission pour la répartition de postes entre la majorité et l'opposition, et les députés au niveau de l'Assemblée nationale ont décidé d'octroyer un poste seulement, le poste de rapporteur adjoint à l'opposition. Donc l'opposition ne devra que se contenter de ce poste de rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, nous allons un peu tabler sur tout cela, analyser à tous les niveaux, au niveau provincial qu'au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité a tout raflé. Est-ce qu'il fallait donner un peu plus de place, de visibilité à l'opposition? Alors, nous allons essayer un peu de parler de tout cela dans Politique à la carte de ce soir. Et en deuxième partie de l'émission, vous le savez, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka est en pleine tractation aussi de ce côté là-bas, consultation en vue de la formation de son gouvernement. Elle a reçu différentes partis politiques, regroupements politiques, question de voir comment est-ce qu'elle va s'y former son gouvernement. Alors, quel type de gouvernement devra être mis en place? Est-ce qu'un gouvernement de technocrates? Est-ce qu'il faut aussi intégrer l'opposition dans une certaine manière parce qu'on travaille tous pour le bien de la République? Nous allons nous poser toutes ces questions. Nous allons essayer un peu de réfléchir autour de cela. Et pour ce faire, je reçois la majorité et l'opposition sur ce plateau comme d'habitude. À ma gauche, je reçois Denis Ibelessi. Il est habitué de l'émission, vous le savez. Il est au cadre de SID de Martin Fayoulou-Malidi, l'opposition en RDC. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir. Sincèrement, le pays va mal. Et nous allons faire nos propositions qui iront tout droit vers la dame, la première ministre, pour donner une nouvelle vie à ces pays. Très bien. Vous allez nous en dire plus tout au long de l'émission pour comment est-ce que le pays va mal. Alors, je suppose que ce n'est pas le même avis en face de vous, parce que je suis en train de recevoir Patrick Kafouimbi. Il est président de la Ligue des Jeunes au niveau de l'UDPS, parti au pouvoir, la majorité au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation et merci à mon co-débatteur, le vieux Bélissi. Et je pense que ce débat pourra être pédagogique et instructif pour notre population. Tout à fait. L'objectif de Politique à la carte est de permettre à ce que l'opinion se fasse vraiment une idée par rapport à l'évolution, à la marche de notre pays. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec ce premier sujet qui concerne l'Assemblée nationale. Je préfère qu'on commence avec l'Assemblée nationale. On l'a tous suivi, vous êtes au courant. L'opposition, Denis Ibelessi, ne va que se contenter, vous allez que vous contenter de poste de rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale. Voilà, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il fallait vous donner un peu plus de visibilité, donc à l'opposition un peu plus de visibilité? Bon, en réalité, nous, de l'SID, nous ne sommes pas partie prenante.
puisqu'il y a deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition parlementaire et nous autres qui n'avaient pas... Oui, nous n'avons pas de députés. On n'entre pas totalement dans ces problèmes, mais comme c'est une affaire d'État, il faut quand même en parler, donner des pistes, des solutions pour faire avancer les pays. L'opposition a demandé, et d'ailleurs c'est constitutionnel d'abord, il faut avoir un leader de l'opposition qui sera aussi les représentants de l'opposition au Parlement. D'office, comme l'opposition n'a pas beaucoup de députés, moins de 30 députés du côté opposition, c'est l'ensemble pour la République qui va représenter l'opposition parlementaire. Et dans cette opposition parlementaire, l'ensemble pour la République avait sollicité la bienveillance pour le bon fonctionnement de l'État. Il fallait que ça soit, qu'il puisse prendre le poste de vice-président de l'Assemblée. Et maintenant, ils ont jugé bon qu'on puisse leur donner le poste de rapporteur. Rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint. Bon, là, ça reste à eux de voir le niveau de leurs intérêts. Puisque tout ce que nous faisons, ça tourne autour des intérêts. Si l'ensemble voit qu'ils sont représentés comme étant vice-rapporteurs, ils vont continuer à exercer pour faire avancer notre pays. Les intérêts, ça peut être quoi exactement, pour être précis, concret? C'est quoi les intérêts? C'est se retrouver voilà, financièrement, ou c'est être élu et voilà, plaider pour la population? C'est quoi les intérêts exactement? Oui, les intérêts financiers aussi, ça ne peut pas manquer. Les députés sont là-bas pour voter des lois, discuter les problèmes de l'État, faire d'autres propositions, mais ils ont besoin d'argent pour faire fonctionner leur parti, pour faire fonctionner aussi leur famille naturelle. Donc, ensemble a besoin de tout. Je crois même s'ils demandent les ministères, je ne sais pas si on peut leur donner aussi. Mais je ne vois pas comment on va leur donner les ministères et veulent à tout prix être représentés partout où ils ont des députés. Ici, même ici au Katanga, s'il y a des problèmes, des troubles là-bas, on cherche en réalité une négociation. Comment avoir aussi quelques postes. C'est ça la stratégie de l'ensemble pour la République. Mais ils ne veulent pas dire ça tout haut. Puisque pour eux, ils cherchent un médiateur qui va les réconcilier pour avoir ces postes-là. Alors, je voudrais bien revenir sur ce que vous avez dit. Vous êtes qualifié, enfin, de fait, c'est ça, vous êtes, vous et Sidé, une opposition extra-parlementaire. Mais est-ce que vous, au niveau de la représentativité de l'opposition, le porte, parce qu'il y a ce poste de porte-parole de l'opposition qui devra aussi être occupé, est-ce que, en tenant ces genres de propos, vous n'êtes pas en train de mettre à la place publique les divisions qui sont au niveau de l'opposition et qui vous fragilisent? Oui, l'opposition, ce n'est pas une structure d'une même tendance. L'opposition part souvent en ordre dispersé et jusqu'à ce qu'un médiateur... Est-ce que c'est encouragé, ça, à aller en ordre dispersé? Non, on nous réunit très souvent à un moment convenable, comme du temps présent. Nous ne sommes pas représentés au Parlement. À quoi est bon d'être attaché à Ensemble pour la République qui a des députés? Nous, maintenant, nous allons changer notre façon de voir les choses, puisque nous préparons 2028. Très bien. Mais eux, ils sont avec le pouvoir en place, mais pas en exercice. Ils ne sont pas exécutifs. Ils ne sont pas aux affaires. Oui, ils ne sont pas exécutifs, mais ils sont dans l'opposition parlementaire. Mais nous sommes dehors. Nous pouvons jouer de différentes façons, soit plus tard aussi, on peut créer un autre climat. Très bien, on va revenir à vous. C'est intéressant, c'est que les insinuations, hein, on va essayer d'entrer en profondeur. Le temps de vous donner la parole, Patrick Kafwimbi. Vous avez été un peu gourmand au niveau de l'Assemblée nationale. Rapporteur, même pas titulaire, adjoint. Merci, monsieur le journaliste.
nous n'avons pas été gourmands. C'est la logique, tout simplement. Alors, si on voudrait parler des comptes, suivant le nombre de députés que l'opposition a, je pense 28 députés, tout simplement, au niveau de l'Assemblée nationale, sur près de 500 députés, vous avez 28. Vous devrez avoir un quota de combien dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale? C'est 0. C'est en dessous de 1. Donc, ce n'est que par bonne foi que la majorité au pouvoir a accepté de céder une place à l'opposition pour qu'il y ait une certaine inclusivité au niveau de la gestion de l'Assemblée nationale. C'est cela. On ne doit pas montrer que la majorité au pouvoir met totalement de côté l'opposition par rapport à la gestion de l'organe délibérant. Est-ce que cette inclusivité ne pouvait pas aller à 2 représentants, par exemple, vice-président et peut-être questeur adjoint? 2 représentants pour une opposition qui n'a eu à faire que 28 députés. Mais c'est la preuve qu'ils ne sont pas avec le peuple. Le peuple a choisi ses élus au sein de la majorité, au sein de l'Union sacrée. Et lorsque vous n'avez que 28 députés sur 500, cela veut dire que vous n'êtes pas avec la population. Cela ne fait même pas le nombre des députés de toute la province du Haut-Katanga. Mais c'est tout à fait regrettable. Et vous voulez que ce soit à cette opposition-là que l'on puisse octroyer beaucoup de sièges et ceux qui sont en train de réclamer le poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il faut être culotté quand même pour pouvoir aller si haut, demander le poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. L'opposition aurait dû se contenter peut-être même de rester sans gérer l'Assemblée nationale et de voir ceux qui ont été mandatés par le peuple, effectivement, étant majoritaires, de gérer la chose publique, de gérer l'organe délibérant. Mais comme nous sommes en démocratie et que nous voulons une inclusivité, nous leur octroyons le fiscal. Exactement, parce qu'on parle de la démocratie, de l'inclusivité. Est-ce que, quelque part, la majorité au pouvoir n'est pas en train d'aller dans des scores un peu à la Poutine? Est-ce que... Ah, c'est le peuple, mais c'est le peuple, score à la Poutine, mais lorsque la population, le peuple russe décide de donner plus de 90% à Vladimir Poutine, mais c'est parce qu'ils aiment ce monsieur-là. Ils se retrouvent, ils sont en train de se projeter dans l'homme. Et c'est cela la réalité aussi en République démocratique du Congo. Lorsque le peuple congolais se reconnaît dans la majorité au pouvoir et décide de donner plus de 450 élus à la majorité au pouvoir, mais que voulez-vous? Que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut que en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est que c'est la majorité au pouvoir qui gère. Et lorsqu'elle trouve qu'il doit y avoir inclusivité, elle ne peut que donner une petite portion à l'opposition pour que l'opposition ne se retrouve pas lésée. Très bien. Denis Bélissi, on va enchaîner avec les élections des bureaux définitifs au niveau des provinces. Voilà, on a vu, il y a des provinces où ça s'est passé dans le calme, sans encombre, mais il y a aussi des provinces où, voilà, il y a eu, c'était un peu chaud avec des élections. Parmi ces provinces figure aussi le Haut-Katanga, où on a vu que ça a chauffé avant l'élection du bureau définitif. Alors, de votre point de vue, quand vous observez un peu ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, aujourd'hui, c'est donc le député Kaboué Mwamba qui a été élu président de l'Assemblée provinciale. Quel sentiment vous avez? Oui. Au regard de tout ce qui s'est passé et tout. Nous devons éviter les sentiments et prendre une bonne attitude devant un problème qui peut créer d'autres dégâts. Mais c'est déjà passé. C'est-à-dire? Oui, c'est déjà passé puisque on a tout fait pour éviter l'affrontement entre INAFEC, qui est naturellement un parti majeur au Katanga, et IDPS. La mauvaise structure de l'Union sacrée a créé tous ces problèmes.
Même quand on dit non, on a battu l'opposition, nous avons autant de députés. Mais nous savons comment ces députés sont passés. On a vu des machines à voler partout. À voter. Non, là c'était des machines à voler. Ça permettait juste l'augmentation des voix. Quelqu'un avec sa propre machine dans sa maison, là ce n'était plus à voter. C'était une machine qui permettait le vol des voix. Partout. Et ils ont eu tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il leur manque d'être ensemble, d'avoir une bonne idée d'ensemble, d'être bien structuré. On appelle Longange à Kinshasa, il arrive là-bas, ici, on impose les élections, on fait passer Michel. Oui, c'est arrivé, il est passé. C'est très bien. Longange était présent lors des élections. Mais le problème qui c'est, oui, il était présent. Non, il était présent, mais on l'avait appelé. Il était d'abord à Kinshasa pour les déstabiliser, soit lui donner d'autres orientations. Et à mon avis, je pense qu'on l'avait appelé, on l'a dit, on l'a proposé, autre chose. On l'a proposé autre chose. Là, c'est dans leur organisation. Mais nous sommes indignés puisque au Congo, il n'y a pas des élections. On pensait qu'avec IDPS, ils pouvaient organiser les élections, même si les élections qui étaient organisées pour la première fois par Kadima, il y avait beaucoup d'imperfections, les élections de la honte, mais pour organiser juste des petites élections, là où ils sont, d'ailleurs, majorité au Parlement, ils sont incapables d'organiser ça. C'est pourquoi on ne compte plus à ce gouvernement. On ne compte plus à ce pouvoir. Nous disons qu'on doit éviter des propos de rejet. Là, c'est le conseil gratuit, les propos de rejet entre vous. Évitez de faire peur aux autres membres de l'Union sacrée. Puisque nous sommes de l'opposition, nous vous attendons. Qui au sein de l'Union sacrée doit éviter de faire peur à d'autres membres de l'Union sacrée? Mais ce sont les autorités structurées de l'IDPS, de l'Union sacrée, qui doivent donner quand même de bonnes positions pour qu'on passe. On a vu avec AMP comment ils étaient organisés. Pour ces gens-là, bien qu'ils sont partis, bien que le peuple souffrait, mais dans leur structure, on sentait quand même l'organisation. Donc AMP de Joseph Kabila est mieux organisé que l'Union sacrée. Mais oui, ils étaient bien organisés. Entre eux, on ne pouvait pas trouver des tiraillements pareils. On revient à vous. Patrick Afouimbi, votre réaction. Merci, monsieur le journaliste. Je voulais ici d'abord corriger les propos de monsieur Bélexi en disant que les élections ont été organisées en l'absence de M. Longange. Non, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Monsieur non, il était là. Ladislas Longange était bel et bien présent le jour des élections. Il y a eu plénière. Il est venu d'ailleurs. On lui a donné la parole pour vous dire que c'est en toute démocratie. Mais avant cela, il était à Kin, il paraît. Bon, on ne sait pas ce qu'il allait faire là-bas, mais nous, on a juste constaté qu'il était présent lors des élections. Il est venu, il a pris parole dans la salle pour s'expliquer devant la plénière. Mais malheureusement, cela n'a pas convaincu la plénière qui était sur place. Il y a eu même des motions qui ont été soulevées lors de la plénière et ils sont même passés au vote, mais les motions ne sont pas passées. Ils ont été rejetées. C'est ça la loi de la majorité. Et la procédure a tout à fait été respectée. Monsieur Jean-Ladislas Mbang. Par rapport à la procédure, on va revenir sur la procédure. Il y a à dire là par rapport à la procédure. Très bien, continuons, on va revenir sur la procédure. Oui, comme je disais, donc les élections ont été organisées en bonne et due forme. Et monsieur l'honorable Michel Kabomwamba est passé avec la majorité de voix. Jean-Ladislas Mbang n'a obtenu aucune voix lors de ces élections. Il a été battu à plat de couture. C'est encore une fois une preuve que
en amont, c'est une défaite cuisante qui craignait et qui pouvait être ridicule pour un leader d'un aussi grand parti politique, à savoir l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Voilà, venons-en à ce qui s'est dit. Voilà, parmi les motions qui ont été soulevées, et tout, on a parlé des procédures. On ne peut pas voilà, déchoir un bureau provisoire pour installer un autre bureau pendant que les missions dévolues à ce bureau provisoire, il n'y a que 3 missions. Donc vous demandez aux députés d'examiner quelque chose qui n'est pas prévu voilà, dans le calendrier et tout. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la procédure. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais la procédure a été respectée, monsieur le journaliste. Le bureau d'âge avait eu à avoir trois missions qui ont été dévolues. C'est la dernière mission que ce bureau n'a pas été capable de réaliser. Et il est tombé dans des fautes graves que la plénière a eu à conclure que ce bureau n'avait pas la volonté d'organiser les élections et on ne devrait pas se retrouver bloqué par rapport aussi au calendrier électoral qui devait être respecté pour faire plaisir à M. Ladislas Mbalungangue ainsi que ses 2 secrétaires. On ne pouvait pas bloquer toute la machine. Les élections des gouverneurs et des sénateurs sont censées se tenir d'ici la fin du mois, dans presque une semaine, un peu plus d'une semaine, et on devait attendre les caprices des 3 membres du bureau d'âge. Pas du tout. C'est ainsi qu'on a décidé de suivre la procédure. Dire qu'un bureau d'âge ne peut pas être déchu, mais ça, c'est faire d'un bureau d'âge une institution au-delà des lois, au-delà même de la Constitution. Si le président de la République peut être déchu de ses fonctions, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, que dire d'un président d'un bureau d'âge, monsieur le journaliste? Monsieur le journaliste Mbalungangue et son bureau ne pouvaient qu'être déchus. La procédure a été respectée. Très bien. Ils sont passés au vote. Un nouveau bureau d'âge a été mis en place. On a décidé d'examiner la pétition en plénière, chose qui a été faite. On a décidé de convoquer l'intéressé. Il a donné ses moyens de défense. Il est venu, il a donné ses moyens de défense. Cela n'a pas convaincu la plénière et la plénière est passée au vote. Très bien. Mais en fait, il y a un aspect qui a été soulevé là. On sent un peu de la désorganisation au sein de l'Union sacrée. Pourquoi toutes ces histoires peuvent arriver dans une structure, permettez la tautologie, structurée, voilà, où il y a la discipline? Merci. On a parlé même de AMP qui était plus organisé que vous. C'est cela la différence entre l'Union pour la démocratie et le progrès social et les autres partis politiques. Évidemment, lorsque mon co-débatteur ici nous parle de l'AMP ou du FCC dernièrement. Oui, comme étant un exemple à suivre, et je regrette, nous avons été avec lui dans l'opposition. Comment aujourd'hui M. Belessi peut venir dire sur ce plateau que le FCC devient un modèle à suivre ici en République démocratique du Congo suite à cette dictature et cette tyrannie qui y régnait? Non, mais pas du tout. Mais au moins sur le plan organisationnel. Mais ce dont il parle sur le plan organisationnel, c'est cela la démocratie qui règne au sein de l'Union sacrée. On n'oblige pas, on n'exige pas, mais on est démocrate au sein de l'Union sacrée. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver. On fait un choix ensemble au sein de l'Union sacrée et on ne le fait pas par imposition, on le fait toujours par vote. On fait un choix et on dit que le ticket pour tel poste, c'est celui-ci. Mais il peut arriver qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas d'accord avec cette situation. S'il décide d'aller se présenter en tant que candidat cavalier solitaire, que pouvons-nous faire? Lui interdire? Non, mais c'est cela la démocratie, c'est cela la beauté de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, a instauré. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui justement, c'était un mot d'ordre qu'on donnait, et si vous violez le mot d'ordre, on vous écrase, on vous fait disparaître. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est ce modèle-là que M. Belessi veut nous donner sur ce plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas cette image de chef de classe dictateur qui impose sa loi sur les coéquipiers, non, si on peut utiliser ces termes-là? Pas du tout. L'UDPS n'est pas un dictateur. La preuve,
en est qu'aujourd'hui, l'UDPS, parti majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décide de laisser sa place de gouverneur à un allié, Ardev. En quoi est-ce que l'UDPS est... Mosaïque de l'UDPS, Kabouya l'a dit. Mais mosaïque, pas, mais ce n'est pas UDPS. Ardev n'est pas UDPS, UDPS c'est UDPS. L'UDPS, je vous informe que l'UDPS avait des candidats à ces postes-là, parmi lesquels moi, j'étais aussi candidat, aspirant à ce poste-là. Mais l'UDPS a préféré donner cela à une mosaïque. Voilà la preuve que nous ne sommes pas dictateurs. Lorsque l'UDPS décide d'accepter que M. Lungangue dépose aussi sa candidature, hier lorsqu'il y avait élection, il y avait 2 candidats au niveau du poste de président de l'Assemblée provinciale. Il y avait l'honorable Michel Kabouemamba qui a gagné ce poste-là et l'honorable Oumba Lungangue. Mais c'est cela la beauté de la démocratie. En quoi est-ce que l'UDPS est en train d'implanter de la dictature? Nous sommes démocrates et nous continuerons toujours à l'être. Denis Bédessi, voilà, aujourd'hui le vin est tiré, il faut le boire au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui, le conflit commence toujours par des divergences d'opinion. Tant qu'il y a des divergences d'opinion, bien que les vins tirés, il faut les boire, mais dans les cœurs de Lungangue et Inafek, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème puisque Inafek part déjà dans sa disparition. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque part votre vœu qui est voilà, des problèmes au sein de l'Union sacrée? Ça vous réjouit un tout petit peu en tant qu'opposition? Non. Nous, en tant que l'opposition, et d'ailleurs, vous allez nous observer à partir de notre attitude. Nous sommes là calmes, on a fermé la bouche, on a fermé les oreilles, on a dit qu'on les laisse travailler. Mais maintenant, nous voyons, les combats, c'est entre eux. Vous verrez même à Kinshasa, là-bas, ça va poser des problèmes les jours des élections du président de l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas facile puisque l'Union sacrée est entourée des ambitieux. Il n'y a que des ambitieux qui sont là-bas. C'est pas mal. Il faut être ambitieux. Oui, c'est pourquoi lorsqu'on crée, on fait une structure, on doit quand même tenir compte des sentiments des uns et des autres. Et cette structure a commencé avec quel type d'homme? Est-ce que le groupe de l'Union sacrée ici, c'est un regroupement d'évidence et ces gens ici pouvaient vivre ensemble? Non, c'est un regroupement de circonstances. Des circonstances, ce ne sont pas les gens qui sont habitués avec le président Félix et avec son idéologie. Ils ne sont pas là autour des idéaux, mais ils sont autour des intérêts, et surtout les intérêts financiers. Mais il y a des partis qui vont disparaître bientôt là. Si vous prenez par exemple MLC, on ne parle plus de MLC en termes d'un parti politique. On parle maintenant de Jean-Pierre Bemba seul. On ne parle plus de MLC, puisque la représentativité, ça ne vale absolument rien. Donc, ils n'ont plus rien là-bas. Et vous prenez leurs alliés là-bas, même Bati maintenant se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Beaucoup de partis vont disparaître. Non seulement ces partis-là, si nous arrivons même en 2029, IDPS va disparaître. IDPS va disparaître. Oui, comment ça? Oui. Après la mort au Congo, après la mort de chaque leader, les partis politiques disparaissent. Mobutu est parti, son parti n'existe plus. Si vous prenez Gizenga est parti, le Palou n'a plus de forces, des divisions par-ci, par-là. IDPS aussi, puisque IDPS attendait le pouvoir. Et maintenant, ils ont les pouvoirs qui ne parviennent pas à bien organiser ces pouvoirs. En 2029, ça va disparaître. Mais j'aime bien, il y a l'UDPS qui est ici représenté, mais je vais vous poser cette question. Voilà. Une réponse, en fait, des propos auxquels leur secrétaire général a eu à répondre, disant, bon voilà, vous dites que l'UDPS va disparaître, mais nous sommes le premier parti en termes d'élus. Mais il y a une période que le PPRD était le premier parti en termes d'élus, mais aujourd'hui on ne parle plus de PPRD. Lorsqu'on a tiré les leaders, si Félix n'a plus le pouvoir, IDPS va continuer pour quel intérêt? Très bien.
Oui, c'est la chose qui se fait. Je veux avoir votre réaction à chaud par rapport à ce que vient de... Vous allez disparaître d'ici 2029. L'UDPS disparaître parce que l'UDPS a fait 10 ans au pouvoir, M. Belessi. L'UDPS a fait plus de 3 décennies dans l'opposition sans disparaître. Sans pouvoir. Nous avons été dans l'opposition pendant plus de 30 ans. Et vous pensez que c'est parce que nous ne serons plus au pouvoir que nous allons disparaître? Là, vous cherchez le pouvoir. Nous sommes différents de certains partis politiques qui sont nés directement au pouvoir, comme le PPRD. C'est un parti qui n'a pas fait l'opposition. Ils sont arrivés. Le président Joseph Kabila est au pouvoir et il crée ce parti politique. Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a été au pouvoir. Il avait tous les moyens qu'il fallait. Et lorsqu'il quitte le PPRD, il crée Ensemble pour la République. Voilà, je ne préfère pas qu'on s'étale sur les absents. Hein. Ils ne sont pas représentés sur ce plateau. Je n'aime pas qu'on s'étale sur les absents. De l'UDPS qui, sans avoir été au pouvoir, a existé et qui va continuer d'exister, bien que dans l'opposition. Mais vous êtes quand même d'accord que voilà, l'habitude a fait à ce qu'on puisse constater qu'après le décès d'un leader d'un parti politique, généralement en RDC, les partis disparaissent. Oui, bon. Évidemment, lorsque on a vu Palou, on a vu voilà, MPR de Mobutu, on en voit beaucoup. C'est évident lorsque ce parti-là n'a pas un ancrage national. Mais lorsque vous avez un parti comme l'UDPS avec son ancrage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ça ne peut pas disparaître. Nous sommes là, même si un jour ou un autre. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Omulumba n'est pas là. L'UDPS continue d'exister. Demain ou après-demain, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sera pas là. Nous serons toujours là. L'UDPS sera toujours là. La preuve en est que l'existence de l'UDPS, même au sein de l'opposition, dans la ville de Lubumbashi, comparativement à SID qui est aujourd'hui dans l'opposition, est-ce que vous sentez que SID existe dans cette ville par rapport à ce que l'UDPS était? Lorsque l'UDPS était dans l'opposition, mais c'était le parti maître de la rue. Mais depuis qu'eux sont dans l'opposition, combien de fois nous les avons vus, ne fût-ce qu'être dans la rue? SID n'est pas différent du PPRD, même si mon frère Belessi est en train de dénigrer le PPRD et dire que le PPRD a disparu. Est-ce qu'il y a une différence entre SID et le PPRD n'a plus cette puissance-là. Sur le plan, la puissance qu'avait le PPRD, ça n'existe plus. Est-ce que SID, on peut dire que SID existe? Vous avez encore du chemin à faire pour pouvoir faire tomber ce vaillant qu'est l'UDPS. Et vous le savez très bien, ayant été membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. Voilà. Donc c'est entre un membre et un ancien membre de l'UDPS que ça se passe. Voilà. Alors, nous allons évoluer. Nous allons prendre le deuxième sujet avec la formation du gouvernement. Les consultations menées par Judith Toulouka Souminois, première ministre de la RDC. J'ai envie de vous poser cette question qui me vient à l'esprit. Quel est le travail qu'a fait Augustin Kabouya? Parce qu'aujourd'hui, Judith Souminois est obligée de revenir, de consulter encore. On nous a bouffé du temps pour rien. Non, mais pas du tout, pas du tout. Monsieur Augustin Kabouya avait pour objectif d'identifier la majorité parlementaire. C'était cela son objectif principal. En identifiant la majorité pour savoir maintenant d'où viendrait le Premier ministre. Et après moult consultations, nous en sommes venus à une conclusion que le Premier ministre devait venir de la majorité parlementaire et plus particulièrement du parti majoritaire, c'est-à-dire l'Union pour la démocratie et le progrès social. Chose faite. Aujourd'hui, nous avons Mme Judith Souminois qui est Première ministre, qui est de l'UDPS et qui doit maintenant former le gouvernement. Donc elle doit consulter les différents partis politiques et regroupements qui sont au sein de la majorité pour maintenant pouvoir constituer un gouvernement. Nous ne voulons pas faire les choses à la va-vite, pour tomber dans les erreurs du passé. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent quand même le fonctionnement. Nous avons connu dans ce pays ici
Le gouvernement Gizenga 1. Est-ce que... Il nous avait sorti un certain Kasongo Ilunga, ministre, qui n'a jamais existé. Est-ce que... On appelle aujourd'hui, à la plénière le nom Kasongo Ilunga. La question, vous allez y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne devait pas carrément fixer les critères pour dire que, bon, voilà, pour figurer dans mon gouvernement, il faut avoir tel critère, et les partis de l'Union sacrée sont déjà connus, c'est chaque parti qui se conforme à ces critères, et puis c'est quelque chose qui devait se faire dans 3-4 jours. On a besoin du tête-à-tête. On a besoin de voir à qui on parle. Monsieur Antoine Gizenga, feu Antoine Gizenga, a eu à faire ce que vous dites là. Je fixe des critères, vous m'amenez les noms. On lui amène des noms, des gens qu'il n'a jamais vus, et il va pointer un certain Kasongo Ilunga. Lorsqu'il pointe ce monsieur, le jour où le gouvernement doit venir maintenant être représenté à l'Assemblée nationale, on cherche monsieur Kasongo Ilunga, il ne s'est jamais pointé. Il n'a jamais existé, ce monsieur-là. Très bien. Et le gouvernement Gizenga 1 a eu à fonctionner avec un poste ministériel vide. Parce qu'on a eu à nommer quelqu'un qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, on doit prendre le temps d'entrer en contact avec ces personnes-là, de les entendre, de les jauger individuellement pour pouvoir constituer un bon gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le 100 jours du chef de l'État, dans son deuxième quinquennat, a un bilan? Merci, monsieur le journaliste. Lorsque on veut évaluer le mandat du chef de l'État en 100 jours, non mais la République démocratique du Congo est un pays continent. Non mais c'est lui-même qui nous a habitués. Le premier mandat, on a vu des procès de 100 jours, on a vu des de 100 jours, mais pour ce deuxième mandat, on n'en parle pas. Personnellement, moi je ne suis pas d'accord avec ce genre d'évaluation des 100 jours. Ça n'a pas de soubassement, surtout que le plan de travail du chef de l'État est fixé sur 5 ans. Mais attendez la fin de son mandat pour pouvoir évaluer l'action gouvernementale et ce que le chef de l'État a fait. Ce n'est pas en 100 jours que vous allez évaluer ce que le chef de l'État a dû faire depuis qu'il a été nommé, monsieur le journaliste. Très bien. Denis Bélissi, consultation, d'abord par rapport au temps que tout cela a pris. Quel est votre point de vue avant qu'on aille dans les détails? Oui, depuis l'élection de Félix Tshisekedi, ça fait déjà 5 mois, depuis le samedi. Aujourd'hui, aujourd'hui, il a totalisé 5 mois. Vous faites bien des calculs. Oui, il n'y a pas de gouvernement. Pas de gouvernement dans un pays. Nous sommes le 20 avril. Oui. Bien calculé. Donc, 5 mois sans gouvernement. Janvier, février, mars, avril. Ça fait 4 mois que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Bon, prenons 4. Il a prêté serment le 20 janvier. Prenons, ça fait 3 mois qu'il est au pouvoir. Prenons 3 mois. Ça fait 3 mois, monsieur. Prenons 3 mois. Du 20 janvier au 20 avril. On évalue. Mais d'où viennent les 2 mois qu'il a eu? On évalue partout dans le monde. On évalue. Avec ça, vous voulez le pouvoir. On évalue depuis qu'on a organisé, les élections. C'est ça que je voulais dire. C'est à ça que vous voulez le pouvoir. Bon, admettons si c'est une semaine. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous si tu parles de 3 mois? Ce n'est pas moi qui parle, c'est cela les faits. 3 mois. Donc acceptez d'abord que c'est 3 mois. Depuis qu'on a organisé les élections, c'est 5 mois. Très bien, très bien. On ne va pas épiloguer là-dessus. On commence à compter quand il a pris le pouvoir. Ça veut dire prestation de serment. Nous n'avons pas de gouvernement dans ces pays. Nous avons, on a nommé un informateur, par lui-même le président, pour faire le constat de la majorité. L'informateur a travaillé, il a fait les rapports. On attend le gouvernement n'arrive toujours pas. Je suivais M. Patrick qui dit que nous sommes dans un pays très vaste. Mais non, savez-vous que dans le monde entier, les pays qui sont très vastes, ce sont les pays qui se développent plus rapide. Nous ne sommes pas seulement le pays qui est plus vaste, mais nous sommes un pays qui est potentiellement riche en ressources et 80% jeunes.
Vous pouvez vous imaginer, et 80% jeunes, et les 80% des jeunes là sont tous sans emploi, mais avec des titres académiques. Le gouvernement que nous attendons, nous voudrions... Quel type de gouvernement? Premièrement, on doit avoir un gouvernement de technocrates. Puisque nous avons des problèmes tellement techniques, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Puisque c'est le grand problème. Tous les présidents qui passent, ils parlent toujours des erreurs de passé, et les erreurs de passé tournent autour d'hommes. Kabila, lui, n'avait pas trouvé 15 personnes. Félix, lui, ne nous a pas donné le nombre de personnes qu'il a trouvées, mais nous les voyons. Entouré de qui? Il est entouré des démolisseurs des finances publiques, il est entouré de belligérants, il est entouré des chômeurs de l'Europe, et il n'est pas entouré des gens qui peuvent sauver ce pays. Puisque le pays est habité des problèmes de corruption, de tribalisme, de détournement. Et comme le pays est habité de tous ces problèmes, je demanderai à la dame, la première ministre, la première mission qu'elle va effectuer, qu'elle passe d'abord dans la prison, voir le niveau de nos prisonniers, et ils sont à combien dans toute la République. C'est-à-dire le niveau de criminalité, on ne sait plus mesurer. La dame ira avec ses ministres dans les hôpitaux voir comment les Congolais souffrent chaque jour. Et même plus grave, dans nos avenirs, des jeunes souffrent de la dépression nerveuse. Tout ça, c'est suite à la pauvreté. Est-ce que c'est pas quand même fort tout ce que vous dites là, des chômeurs de l'Europe, des pressions nerveuses? Est-ce que vous n'allez pas un peu dans l'exagération? Non, non, c'est une réalité. Allez même au centre-ville, vous allez voir. Dépression nerveuse, des petits garçons. Hein? On ne sait pas tout, c'est la pauvreté. Et si la dame arrive dans le cimetière, je ne la vois pas là-bas pour aller mourir ou bien enterrer, mais les cimetières sont devenus vastes, on enterre là où on avait enterré d'autres personnes. C'est-à-dire les gens meurent chaque jour, le taux de mortalité est devenu très élevé. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit lutter contre la pauvreté. Très bien. C'est la mission de ce gouvernement de lutter contre la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté? Créer l'emploi. Avoir des mécanismes de créer l'emploi. Et une fois avec son maître, son ancien maître, Moukoko Samba avait dit qu'en réalité, en RDC, la dernière personne, quand il était le ministre du budget, pouvait toucher $300. Mais la dame était aussi dans le cabinet du professeur Moukoko Samba. Et aujourd'hui, nous voudrions qu'elle puisse mettre ça en application. Très bien, c'est compris. Voilà, aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a comme temps pris pour les tractations et tout, quel type de gouvernement devrait être formé? Je pense, pour ma part, qu'on devrait éviter d'avoir un gouvernement pléthorique pour réduire un peu le coût des frais de fonctionnement du gouvernement et le train de vie des différentes institutions. Donc un gouvernement d'une quarantaine de membres pourrait être suffisant pour la République démocratique du Congo. D'abord, ça c'est un. Et par rapport au genre de ministre qu'on devrait avoir, je pense que c'est déjà une très bonne chose de dire que ce gouvernement ne doit pas nécessairement avoir les autorités morales, comme on les appelle, les différents regroupements et partis politiques. Mais par contre, chaque regroupement et parti politique doit présenter 3 noms minimum. Et il revient à la première ministre de choisir lequel devrait... Et à ce niveau, certains estiment qu'il faut vraiment des technocrates, des personnalités qui n'ont rien à voir avec la politique, où il faut de fins politiciens. On ne peut pas du tout dire qu'on a besoin des technocrates, mais on va les sortir. Donc, non, un politique aussi peut être aussi technocrate. Évidemment, merci. Un politique peut être technocrate. Nous avons plusieurs ingénieurs en politique, nous avons des médecins qui sont politiciens, nous avons des juristes qui sont en politique, nous avons des agronomes qui sont en politique. Donc on doit faire une sorte de symbiose entre les qualités politiques et techniques.
Et non, pas nécessairement des qualités politiques, nous avons plus besoin des qualités techniques. Mais nous avons ces personnes-là qui ont des qualités techniques au sein de nos différents partis politiques. C'est sur cela que doit miser Madame la Première ministre. Et elle doit miser cette fois-ci sur la qualité, et, la moralité, l'éthique de la personne qui va occuper ce poste ministériel. Nous n'avons plus besoin des gens qui vont aller là-bas pour piller les caisses de l'État. Nous n'avons plus besoin des gens qui vont aller là-bas pour facturer un puits de forage à des milliers de dollars. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons des gens qui sont tout droit, qui savent se tenir droit dans leurs bottes et faire le travail qu'il faut, le travail pour lequel ils ont été mandatés au sein du gouvernement. C'est sur ça que Madame la Première ministre doit miser. Et par ailleurs, elle doit travailler beaucoup sur la sécurité en République démocratique du Congo. Le problème sécuritaire jusque-là est jusque-là le maillon faible de la gestion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous devons ramener ce pays dans la paix. Nous devons vaincre définitivement l'ennemi qui ne cesse d'insécuriser la partie est de notre pays. Je suis d'accord avec certains propos de mon co-débatteur, mis à part là où il parle c'est quoi le terme qu'il a employé, des dépressions nerveuses. Non mais là je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'il y a des problèmes au sein de nos hôpitaux, il y a des problèmes sociaux qu'il faut résoudre, je pense qu'on doit miser sur ça. Le gouvernement Sama Lukonde, que je tiens à féliciter ici, a eu à réaliser des prouesses sur le plan de la mobilisation des recettes financières. Dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas assez d'argent, là, je ne crois pas. Le gouvernement a été capable de mobiliser beaucoup de recettes. Est-ce que ces recettes ont profité au peuple ou c'est une certaine catégorie de personnes qui se sont enrichies? Malheureusement, il y a une certaine catégorie de personnes qui se sont enrichies et c'est sur ça que Mme Toulouka doit travailler. Elle doit tout faire maintenant pour que ces richesses-là mobilisées par nos régies financières puissent bénéficier au peuple congolais. Que les routes soient construites, que l'électricité puisse être apportée de tous, l'eau de qualité apportée de tous. Ce sont les éléments basiques dont nous avons besoin pour que notre pays puisse changer. Alors, consolidation des acquis, c'est votre slogan avec vous de la majorité, avec le chef de l'État. Est-ce que consolidation des acquis signifie reconduire les mêmes têtes qui ont été avec Sama Lukonde? Non, mais pas du tout. Lorsque nous parlons de consolidation des acquis, nous voyons certains acquis comme une mobilisation des recettes excellentes que nous avons constatées dans les régies financières. Ça, ce sont des acquis que nous devons consolider. Lorsque nous disons consolider les acquis, c'est par exemple lorsque nous voyons l'IGF qui fait des prouesses en permettant à ce qu'on lutte contre la corruption, contre le vol, le détournement des deniers publics. Ce sont là les acquis que nous devons. Est-ce qu'on risque pas de retrouver les mêmes têtes, les mêmes présidents des partis politiques? On ne dit pas que pour changer notre pays, nous n'avons pas à retrouver les mêmes têtes. Il y a certaines personnes qui méritent de revenir au sein de ce gouvernement. Nous n'avons pas nécessairement balayé tout le monde. Il y a des ministres qui ont fait des bonnes choses, qui ont fait des prouesses dans ce gouvernement ici qui vient de prendre fin. Je pense qu'ils ont à revenir parce qu'ils ont encore du potentiel à donner à ce pays. Ils ont encore plus d'un tour dans leur manche. Donc on peut leur faire confiance et on peut aussi intégrer des nouveaux. Mais il y en a qui n'ont rien fait au sein du gouvernement qui est parti et je pense que ces personnes-là ne doivent pas revenir. Très bien. Je ne pense pas pour ma part qu'on devrait reconduire 50% de la majorité. On doit aussi voir un 109. Denis Belessi, alors on est en train de chuter avec l'émission. Vous avez parlé de la création de l'emploi. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... donc allez-y de manière pédagogique par A plus B pour créer de l'emploi, ici chez nous. Oui, pour créer de l'emploi, la première chose, il faut avoir des routes. Puisque si vous avez des routes, ça va permettre qu'on puisse construire une usine et faire évacuer des produits là. La création de l'emploi, ce n'est pas embaucher les gens à la fonction publique.
c'est de créer des petites entreprises. Et à partir de ces entreprises-là, les gens vont trouver le boulot. Mais au Congo, si on dit non, j'ai trouvé le boulot, c'est à la fonction publique devenir un agent public de l'État. Ce n'est pas ça. Mais partout ailleurs, même ici, chez nos voisins, en Zambie ici, il y a des petites usines de jus, des soirs pareils, les gens cultivent même des sapins, on coupe ça. C'est déjà le boulot pour les gens. Dans les temps, c'était... L'entrepreneuriat. Oui, dans les temps, même les Katanga ici, c'est le Nord Katanga qui était développé. Il y avait beaucoup d'industries là-bas. Le Ouest du Congo avait beaucoup d'industries alimentaires. Ce sont les industries alimentaires qui donnent le boulot aux gens. Puis si on crée une usine, on peut avoir 5 000, 10 000 travailleurs. Mais aujourd'hui, on ne crée absolument rien. Ce n'est pas à l'État de créer toutes ces entreprises-là. Mais l'État peut donner des moyens à ces enfants qui ont quand même des projets à faire et ils vont réaliser ces projets-là. Comme l'autre fois, je suivais un monsieur là à Bandundu qui a fait une huilerie. Le président était parti là-bas. Il a eu le financement des FPI. Si FPI pouvait renforcer beaucoup de jeunes gens, créer des emplois pareils, on aura... Et d'ailleurs, le Congolais est né déjà avec l'esprit d'entrepreneuriat. Voyez le nombre de cabines ici. C'est déjà les gens qui ont les initiatives. Voyez des petites activités, même les petits enfants vendent. Pourquoi? Ils ont besoin d'argent, ils savent créer de l'emploi. Si on donne l'argent, il n'y a pas de banques qui donnent des crédits aux Congolais. On crée aussi des banques qui vont commencer à donner des crédits aux Congolais. Les gens ne vont plus se donner seulement à la politique. Alors, si on me donne aujourd'hui, on dit, on chasse la famine à Kinshasa, on me donne 2 millions de dollars. J'irai seulement ici en Chine, j'achète beaucoup de filets, je crée mon entreprise de pêcherie. Et c'est fini, les gens vont commencer. Il faut avoir des documents. Oui, mais là, je vais faire aussi les documents. Mais il n'y a pas un endroit où on peut prendre les crédits. Pour avoir ces documents-là. Oui, tous ces gens que nous voyons ici, les Indiens ici, ils prennent les crédits dans leur banque, mais ils viennent travailler ici. Mais si nous trouvons cette possibilité-là, on commence à donner aux Congolais des crédits, je vous assure, nous allons avancer. On ne va plus se donner. Vous voyez aujourd'hui, la politique est devenue le travail. Et même quand on demande la proposition là au président des partis politiques, mais ils vont proposer leurs enfants, leurs neveux, ainsi de suite, puisque c'est devenu un travail. Mais ce n'est pas bien. Voilà, il faut dire que s'il faut améliorer les conditions de création de l'emploi, l'entrepreneuriat, il faut que certaines choses soient aussi revues. C'est notamment, voilà, il y a eu cette bonne initiative de créer le guichet unique de création en entreprise, mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand vous allez au niveau du guichet unique, vous n'avez pas tous les documents, vous n'avez que le RCCM, vous n'avez pas le numéro impôt, vous n'avez pas le numéro donc, de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous n'avez pas tout le reste, l'identification nationale, vous n'avez pas, vous êtes obligé d'aller dans chaque service alors que le guichet unique a été créé pour justement faciliter aux créateurs d'entreprises d'aller à un seul endroit et trouver tous les documents possibles. Donc il y a des choses à améliorer là-bas. On est pratiquement à la fin, hein, on est à la fin, on va faire le tout dernier tour de table. On commence avec vous, Denis Bilissi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette émission? Ce sont de politiser tout. Le grand problème au Congo, on cherche à tout politiser. Les politistes restent à la recherche en sciences politiques. Et les politologues sont là pour la gestion de la cité. Très bien, rapidement. Et nous, ce que nous allons demander, qu'on cesse de tout politiser. C'est la politique qui est à la base de toute la souffrance que nous voyons ici. Vous pouvez vous imaginer, si vous n'êtes pas de leur appartenance politique, vous êtes de l'opposition dans une province donnée, et c'est toute la province qui va souffrir puisque vous êtes de l'opposition. Il y a un leader de l'opposition qui habite là-bas. Très bien. Donc, on doit quitter toutes ces étapes-là. Très bien. Et nous demanderons à la dame première ministre d'être attentive dans tous les mouvements. Elle sera entourée de gens qui sont compliqués là-bas. Compliqués, très compliqués. Les gourous sont là-bas, mais qu'elle puisse
garder sa dignité et sa personnalité, puisque le Congo a besoin des avancées significatives. Très bien. Patrick Kafwimbi, votre conclusion. Merci, monsieur le journaliste. Pour nous, nous tenons à féliciter l'honorable Michel Kawomamba ainsi que tout le bureau de l'Assemblée provinciale pour leur élection. Et nous leur souhaitons un fructueux mandat au service du peuple congolais qui a eu à les mandater. Nous espérons que la législature actuelle va vraiment faire son travail plutôt que celle passée qui n'a pas eu à contrôler comme il le fallait l'exécutif provincial. Et nous attendons effectivement de Madame Touloulou Kassouniwa un gouvernement comme celui passé de Warrior, effectivement, mais pas seulement dans le domaine de la mobilisation des recettes, mais plus dans le social de la population et dans la sécurisation de la République démocratique du Congo, dans le but de mettre fin à cette guerre qui ne cesse de nous épuiser, de nous fatiguer en tant que peuple congolais, parce que nous n'allons pas continuer à pleurer indéfiniment. Très bien. Voilà, madame, messieurs, c'est sur ce mot que nous allons mettre un terme à politique à la carte de ce soir. Il faut dire que le souci de tout un chacun, c'est de voir le Congolais lambda vivre, bénéficier de potentialités, de richesses de la République démocratique du Congo. Et c'est au gouvernant qui incombe donc cette responsabilité de faciliter la vie aux Congolais. Voilà, madame, messieurs, on est pratiquement à la fin de l'émission. Merci à vous, Patrick Kafwimbi. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, et merci à mon co-débatteur. Voilà, en face de vous, Denis Bellissi, au cadre de SID de Martin Afayoulou. Madili, merci d'être passé. Merci, merci à M. Patrick, l'homme de Michel Kaboué. Voilà, on ne va pas refaire le débat encore ici. Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour le dimanche prochain. Au revoir.